Merci. Il y a 10 ans, quand j'étais encore à l'université, et j'étais en train d'essayer de décider ce que je voulais faire dans la vie, mon métier actuel n'existait pas encore. Ça, c'est parce que je suis expérience utilisateur, je suis en charge de l'expérience utilisateur pour un service en ligne de l'impression 3D, qui va dire que j'ai l'énorme chance de faire partie des deux révolutions de notre âge. Dans un moment, il y a la révolution numérique et l'autre, la révolution de l'impression 3D, autrement connue comme la fabrication additive. L'expérience utilisateur, c'est un métier qui ne tombe pas vraiment sous le chapeau de marketing ou commercial, car il n'a pas pour but principal de communiquer des avantages ou des points forts d'un produit au client. Il n'est non plus pour but principal de contourner des difficultés techniques pour respecter un cahier de charges, comme on trouve dans l'ingénierie ou le développement. L'expérience utilisateur, c'est plutôt un métier qui commence à la fin des choses, avec l'utilisateur final, avec leurs besoins, avec leurs désirs. C'est un métier qui prend ses besoins et désirs en tant que point de départ pour définir des produits et services qui touchent à la fois le cerveau gauche et le cerveau droit. Les produits et les services qui sont à la fois pratiques et ludiques, et émotionnels et fonctionnels. C'est un métier qui existe largement grâce à la révolution digitale, et surtout 3 piliers de cette révolution. Le premier entre eux, c'est la liberté de forme. Avec les pixels et les électrons, ils sont assez maniables. Je suis capable, dans un milieu digital, de représenter ce que je veux, dans la façon que je veux. Je suis capable de faire n'importe quoi, mais c'est pas ça le but. Et c'est pas ça la chose importante à souvenir. Car c'est plutôt ce que ça déclenche, ce que ça permet de faire, qui est important. Avec un produit digital, je suis capable de focaliser, pour la première fois, à 100% sur l'utilisateur, à leurs besoins, leurs désirs, leurs envies et leur usage. Je n'ai plus besoin de focaliser une petite partie de mon cerveau sur les contraintes techniques ou une partie de moi qui va demander « Alex, mais comment tu vas faire ?» Du coup, je suis libéré. Ce n'est pas le fait que je peux faire n'importe quoi, mais c'est ce que ça permet de faire. Ça me libère de focaliser sur l'utilisateur. Le deuxième de ces piliers, c'est celle de vitesse. Avec un produit digital, il y a la possibilité d'avoir une idée le matin et le premier prototype l'après-midi. Si on regarde l'exemple de l'instantanéité, là, c'est cette idée des journaux, par exemple, qui, à l'ancienne, et même aujourd'hui, pour les journaux en papier, c'est les histoires sont rédigées le veille, c'est imprimé la nuit et livré pour que je peux lire ces nouvelles de lendemain, le lendemain matin. Avec les réseaux sociaux et des médias comme ça, c'est possible d'avoir les nouvelles instantanément. C'est possible de réagir à ces nouvelles. Mais ce n'est pas ça encore qui est important. Ce n'est pas le fait que c'est vite qu'il faut garder en tête. C'est ce que ça déclenche et ce que ça permet. Parce qu'au lieu de faire des choses plus vite et plus vite et plus vite, c'est plutôt maintenant qu'on peut focaliser sur faire plusieurs choses en même temps. On peut même faire plus des choses dans le temps que ça a pris de faire une chose avant. Au lieu de voir le développement des produits ou le développement des services comme un process long, un process où il faut tout connaître dès le départ, où il faut avoir une connaissance totale de le produit à la fin avant même commencer, je peux jouer avec, je peux itérer. Je peux créer plusieurs déclinaisons du même produit et explorer l'espace des solutions possibles. Je suis capable de rendre l'innovation, au lieu d'être quelque chose qui est l'étincelle d'un génie tout au départ, je suis capable de le rendre une science. C'est objectif, c'est scientifique, c'est statistique. Je suis capable de mesurer chacun de ces déclinaisons, si c'est un écran avec un bouton bleu ou un bouton vert, une image plus grande ou un texte un peu différent. Et du coup, pour la première fois, avec un produit digital, je suis capable d'innover dans une manière répétable. Le troisième élément, c'est celle de la quantité.
Ce qui est intéressant avec les produits qui sont digitaux, c'est que le rapport qualité-prix pour une quantité donnée est statique. Une site web qui est vue par 30 personnes ou par 3 millions de personnes reste le même site web par rapport au coût de production. Et c'est ça, encore une fois, c'est pas le fait que le prix qui est révolutionnaire ici, c'est plutôt le fait que ça déclenche un monde où on est capable, à 2 ou 3 dans une chambre, de concurrencer le plus gros des entreprises au monde. C'est ça, la révolution digitale. C'est la somme de ces 3 piliers qui fait quelque chose de plus grand que la somme de ces parties. Mais je ne suis pas là pour vous parler des produits digitaux. Les produits digitaux, on les connaît. Je suis là de vous parler de l'impression 3D et les produits faits avec eux. Si on regarde l'impression 3D, autrement connue comme la fabrication additive, c'est quelque chose qui partage ces 3 piliers que nous avons déjà vus. Commençons avec la liberté de forme. Si on regarde la complexité, qu'est-ce que c'est? C'était toujours la chose depuis toujours dans la production de n'importe quel produit. C'est toujours les choses qui coûtaient le plus en ressources, coûtaient le plus en temps. La complexité était toujours le seul élément de processus de développement qui faisait peur à tout le monde. Et pour la première fois avec la fabrication additive, cette moyen d'ajouter couche par couche de matière, la complexité est devenue quelque chose de gratuit. Donc exactement comme nos pixels, je suis capable de faire tout ce que je veux. J'en ai plus ce petit parti de ma tête, ce petit parti ingénieur qui dit « Non mais Alex, comment ?» C'est quelque chose qui me libère, encore une fois, même avec les produits physiques, de penser d'abord et à 100% des besoins de l'utilisateur. Le deuxième de ces piliers, c'est celle de vitesse. Avec un produit, c'était toujours, comme nous avons déjà vu, un process de regarder quelque chose qui était long. Il fallait savoir exactement ce qu'on voulait faire bien en avant. Il fallait exactement chaque angle droit, chaque cylindre, chaque chose qu'on voulait faire. Mais pour la première fois, les objets physiques ont devenu si malléables que le digital. Je suis capable d'avoir une idée ou une hypothèse le matin, un fichier 3D pour déjeuner, et avant de rentrer le soir, l'objet physique dans mes mains. Encore une fois, ce n'est pas le but de produire des choses plus vite, mais c'est plutôt ce que ça permet de faire. Exactement ce que nous avons appris ces dernières 10 ans dans le développement de logiciels, de faire des processus qui sont agiles ou de faire des choses comme le A/B testing, de tester entre des produits. Ce qu'on peut faire maintenant avec les produits physiques, c'est produire plusieurs qui sont tous un peu différents. Je peux les livrer au client final, au utilisateur final, et avec eux, explorer l'espace des produits possibles pour répondre à leurs besoins et leurs vouloirs et leurs désirs. Ça rend, pour la première fois avec les produits physiques, une innovation qui est répétable et statistique. Mais c'est le troisième élément qui est peut-être le plus intéressant parmi tous. C'est cette idée de quantité et prix. Car c'est souvent un point de critique pour l'impression 3D. Ça coûte quand même un peu cher, non? Pour un seul objet. Mais si je fallait vous demander, c'est quoi le moins cher? C'est quoi le moyen le plus économique de produire un seul objet? Par exemple, cette télécommande ou un de ces objets ici. Vous allez me dire, probablement c'est l'impression 3D si c'est un seul objet. Il y a quand même, avec un objet comme ça, l'outillage, les moules et tous ces éléments-là qui coûtent extrêmement cher. Et c'est bien pour ça que dans le prototypage, c'est l'impression 3D qui règne depuis 30 ans maintenant. Mais beaucoup a changé depuis. Parce que il n'est plus le cas que c'est un seul objet aujourd'hui. Si je voulais vous demander c'est quoi le moyen le plus économique de développer par exemple 100 objets, et même si je dis qu'ils sont tous le même, qui n'est pas nécessaire pour l'impression 3D, mais si je dis qu'ils sont tous le même, et je voulais développer 100 objets, c'est encore plus économique de rester avec l'impression 3D. Le moyen de fabrication classique est encore trop cher à 100 objets. Ce qu'on trouve en fait, c'est que c'est autour de 500 objets pour les géométries les plus simples que la fabrication classique commence
à devenir plus intéressant. 500, c'est ce numéro magique où c'est possible de potentiellement penser de passer à l'ancienne. Mais ça, c'est avec les géométries plus simples. Si on a une géométrie plus complexe, comme nous avons vu avec le premier pilier, ou s'il y a une besoin d'aller très très vite, comme nous avons vu avec le deuxième pilier, ce chiffre peut augmenter à plusieurs milliers. Bien sûr, si vous êtes une entreprise qui est capable de parier tout sur une série de 100 000 unités, il y aura toujours l'injection. Je ne suis pas en train de dire que l'impression 3D va remplacer tous nos moyens de production. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ça, c'est le status quo. Ça, c'est la fabrication depuis déjà 100 ans. On le connaît. Ce qui m'intéresse, c'est cette zone magique. Cette zone où le terrain de jeu est égalisé pour tout le monde. Où c'est possible, peu importe si vous êtes américain, chinois ou français, si vous êtes tout seul dans votre garage ou derrière une machine de guerre industrielle, c'est là où vous êtes tous sur le même terrain, où le seul point de concurrence entre vous tous, c'est l'expérience que vous êtes capable de fournir à vos utilisateurs. Exactement comme nous le voyons dans le monde digital. Et je pense que c'est ça la révolution ici. C'est ces trois piliers qui sont déjà existants dans la révolution digitale, on les voit exactement répliqués dans le monde de la fabrication additive. Et ce que je suis en train de vous raconter ici ce soir, ce n'est pas des promesses vides d'un futur proche. Ce n'est pas des prédictions pour qu'est-ce qui va passer en 5 ou 10 ans, à mon avis. Ce que je suis en train de passer là, c'est aujourd'hui. Tous les jours, à Scoptio, on imprime des objets en série de quelques centaines à quelques milliers. C'est des entreprises qui sont petites, moyens ou grands. Mais ils ont tous compris une chose. C'est qu'ici, dans ce domaine, quelques centaines à quelques milliers, leur force, qui était leur faiblesse, peut être mise en jeu. Si vous êtes petit, vous êtes capable de concurrencer les gros. Si vous êtes une grosse entreprise, vous êtes capable d'innover et rester agile. Et du coup, il reste une seule chose, qui est de vous encourager de me rejoindre dans cette révolution. C'est deux révolutions. Si vous êtes designer de produits, je vous encourage de penser d'abord des besoins de vos utilisateurs, de leurs désirs, de atténuer un peu ces petites parties de votre tête qui pensent « mais j'en suis pas sûr comment encore », parce que ça va venir dans un deuxième temps. Si vous êtes un ingénieur, je vous encourage de devenir un ingénieur agile. Au lieu de penser d'abord de tous les éléments et innover très peu, rendre l'innovation une espèce d'exploration, un moyen d'explorer l'espace des solutions possibles. Et si vous êtes un dirigeant d'entreprise, vous aussi, vous pouvez voir que c'est possible de concurrencer des machines industrielles bien plus gros que vous. Et surtout, pour tout le monde, moi-même inclus, je vous encourage d'arrêter d'accepter des produits qui sont faits dans une manière qu'il faut que vous vous adaptez et que vous commencez d'insister sur les produits qui sont bien adaptés à vous. Je vous remercie.